Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une des plus grosses affiches, un des plus gros chocs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Demain, à Tanger, le Sénégal affronte la République démocratique du Congo, demi-finaliste. Sur le papier, c'est un duel de géants. Et pour ça, on a une pile de sources assez impressionnantes, des analyses tactiques pointues, des articles de la presse panafricaine, des retranscriptions de conférences de presse. L'idée, c'est de regarder ce que tout ça nous dit pour comprendre ce qui va vraiment se jouer demain. Parce que tout le monde appelle ça la finale avant l'heure du groupe D. Exactement. Et avant même de parler des équipes, le contexte de cette CAN est dingue. Nos sources indiquent que la CAF a dû repousser la date limite des accréditations médias. Il y a eu un afflux record de demandes du monde entier. Ah oui, c'est vrai. On n'est plus sur un simple tournoi continental, c'est un événement mondial. Pour le Maroc, c'est aussi un test grandeur nature avant la Coupe du Monde 2030. Et dans ce contexte, le match de demain est déjà décisif. Il faut bien voir la situation. Après la première journée, le Sénégal et la RDC ont tous les deux gagné. Le Sénégal a battu le Botswana 3-0 et la RDC a assuré l'essentiel avec un 1-0 contre le Bénin. Donc le calcul est simple. Très simple. Le vainqueur de demain prend une option quasi définitive sur la qualification. La pression est maximale. Mais il y a un détail dans nos sources, une statistique qui change complètement la perspective. On parle d'un paradoxe statistique. Le Sénégal est censé être une forteresse, l'une des meilleures défenses d'Afrique, mais il semble que la RDC ait trouvé la faille. C'est ça qui est fascinant. Les chiffres racontent une histoire complètement à contre-courant de la réputation des équipes. Le Sénégal, sur ses 16 derniers matchs officiels, n'a encaissé que 4 buts. C'est un bilan exceptionnel. Un mur. Attends, c'est fou 4 buts en 16 matchs? C'est quasiment impossible à percer? Voilà. Sauf que sur ces 4 buts encaissés, Oui. 3 ont été marqués par la République démocratique du Congo. Non. Sérieusement? Ça veut dire que statistiquement, le seul vrai point faible de cette défense sénégalaise, c'est la RDC? C'est exactement ça le paradoxe. Sur le papier, le Sénégal est une muraille, mais dans les faits, la RDC a la craie. Et ça, psychologiquement, c'est un avantage énorme. Avant même le coup d'envoi. Les joueurs congolais savent qu'ils peuvent marquer contre cette équipe réputée imprenable. Ça change tout dans la tête. Complètement. D'accord, alors là, il faut qu'on décortique. Commençons par les Lions de la Teranga. Statut de favori. Que disent les sources sur leur forme actuelle? On sent une nouvelle dynamique depuis l'arrivée du sélectionneur Pape Thiaw, qui a succédé à l'ère Aliou Cissé. Oui, il y a une évolution intéressante. Thiaw a conservé l'ossature, la colonne vertébrale qui a fait le succès de Cissé, ce qui assure une certaine solidité, une continuité. Mais on voit clairement une volonté de rendre l'animation offensive plus créative, moins prévisible. Comment ça se traduit sur le terrain? Les analyses tactiques qu'on a consultées montrent que l'équipe passe très souvent d'un 4-3-3 assez classique à un 4-2-4 très agressif en phase d'attaque. Un 4-2-4, donc on sacrifie un milieu pour mettre plus de poids devant. L'idée, c'est d'étirer la défense adverse au maximum, j'imagine. Système, il y a un joueur qui a pris une nouvelle dimension. Nicolas Jackson. Ah oui, son efficacité en club a été transférée en sélection. Il est devenu le point de fixation, le finisseur qui leur manquait peut-être parfois. C'est leur nouvelle arme fatale. Mais alors, avec ce système offensif et ces joueurs, on a l'impression qu'ils sont injouables. Pourtant, tout n'est pas si simple. Non, et c'est là que le tableau se noircit considérablement pour le Sénégal. Un des articles parle d'une véritable hécatombe de blessures, c'est le mot utilisé. La défense centrale est Ismaïla Sarr, dont la vitesse est cruciale. Et ce n'est même pas le pire. Il y a des forfaits pour tout le reste du tournoi, c'est bien ça? Exactement. 2 jeunes talents, Hassan Diao et Ilai Kamara, sont out pour toute la compétition. C'est un coup très dur pour la profondeur du banc. Et le cas d'Hassan Diao a même viré à la polémique. Ah, je ne savais pas que c'était allé aussi loin. C'est l'histoire avec son entraîneur de club, Cesc Fabregas. Oui, Fabregas, l'entraîneur de Côme, a publiquement accusé le staff sénégalais de chantage. De chantage? Carrément. Oui, affirmant qu'on a fait pression sur le joueur concernant sa participation à la CAN et à la Coupe du Monde. Ça met en lumière cette friction permanente entre les clubs européens, qui payent les joueurs, et les sélections africaines qui les sollicitent. Surtout avec cette règle qui veut que les joueurs ne soient libérés qu'une semaine avant. Ça ajoute une tension extrasportive qui n'aide vraiment pas à préparer sereinement un match pareil. Pas du tout. Donc on a un Sénégal ultra talentueux, mais fragilisé par les blessures et secoué par des polémiques. C'est presque une ouverture parfaite pour leurs adversaires. Justement, du côté de la RDC, est-ce qu'on sent qu'ils ont conscience de cette opportunité? L'entraîneur Sébastien Desabre a dit qu'il voulait regarder le Sénégal droit dans les yeux. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est fondé.
La grande force des Léopards, c'est leur organisation. Les sources décrivent une équipe incroyablement disciplinée et solide. Leur capacité à rester compacte, même sous une grosse pression, est leur marque de fabrique. C'est une équipe très difficile à déséquilibrer. Il s'appuie sur qui principalement? Sur une défense de fer, dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui est un monstre physique et tactique, et leur gardien, Lionel Mpassi, a prouvé qu'il était très fiable. Et offensivement? On pense tout de suite à des joueurs comme Bongonda et Bakambu, mais le vrai point d'interrogation, c'est l'absence de leur star Yohan Wissa, blessé. Est-ce que le retour de Simone Banza peut vraiment compenser ce manque? C'est la grande question tactique pour des sabres. Les analyses montrent que Banza est un profil totalement différent de Wissa. Ah oui, Wissa, c'est la vitesse, la percussion, la capacité à éliminer en 1 contre 1. Banza, c'est plus un pivot, un point d'ancrage. Donc ils ne remplacent pas Wissa poste pour poste. Ils vont probablement devoir adapter leur système offensif. Le danger ne viendra plus forcément de la vitesse pure. Mais de la combinaison, j'imagine. Oui, de la capacité de joueurs comme Bakambu à tourner autour de ce nouveau point d'ancrage. Mais au-delà de la tactique, il y a autre chose qui ressort des sources. Une dimension émotionnelle, presque personnelle. Oui, et si on connecte ça à la fameuse statistique du début, on comprend mieux. Il y a un parfum de revanche dans l'air. Plusieurs articles citent des joueurs congolais qui n'ont jamais digéré une défaite passée contre le Sénégal. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'attaquant Fiston Mayele. Qu'est-ce qu'il a dit, Freddy? Il a confié dans une interview avoir eu la haine d'avoir perdu ce match. La haine. Le mot est fort. Il a précisé qu'il lui avait fallu 1 semaine entière pour s'en remettre. Waouh. La haine, ça montre à quel point ce n'est pas juste un match de foot pour eux, c'est personnel. Totalement. Et c'est ce genre d'émotion brute qui peut renverser une rencontre, parfois bien plus qu'un schéma tactique parfaitement huilé. Pour eux, ce match est une occasion de rédemption. Bon, alors, avec ce cocktail, un champion blessé et un challenger revanchard, à quoi on peut s'attendre sur le terrain? Les sources donnent même des compositions probables. Oui, on a une bonne idée des schémas. Pour le Sénégal, ce sera un 4-3-3. Mendy dans les buts, une défense avec Diatta, Koulibaly, un remplaçant pour Niakate et Jacobs. Au milieu, on devrait retrouver le trio expérimenté Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Iliman Ndiaye. Devant, ce sera Sadio Mané et Nicolas Jackson avec un ailier pour remplacer Sarr. Et pour la RDC, on s'attend à un système en miroir. A priori, oui, un 4-3-3 également, avec Mpassi dans les buts. Ce qui est intéressant, c'est leur défense, très Première Ligue, Ah oui, c'est vrai. avec Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe aux côtés de Mbamba et Masuaku. Ça promet un gros impact physique. Clairement. Le milieu sera tenu par Moutou Sami, Sadiki et Kayembe. Et devant, le trio Bonganda, Bakambu et Mbuku. La mention de Wan-Bissaka m'interpelle. Ça nous amène à ce qui pourrait être le duel du match. Sadio Mané face à Aaron Wan-Bissaka. Oh, ça alors, des attaquants les plus imprévisibles du monde contre un des meilleurs défenseurs en 1 contre 1. C'est un match dans le match. Toute la rencontre pourrait se jouer sur ce duel. Si Wan-Bissaka arrive à contenir Mané, il coupe une des principales sources de danger du Sénégal. Mais si Mané prend le dessus, il peut faire exploser tout le bloc défensif congolais. Ce sera fascinant à observer. Au-delà de ce duel, c'est une vraie opposition de style qui s'annonce. C'est exactement ça. La bataille se jouera au milieu de terrain et sur la gestion des transitions. On peut s'attendre à voir le Sénégal imposer un pressing très haut pour essayer d'étouffer la RDC et de récupérer le ballon le plus près possible du but adverse. Et en face? A l'inverse, on sait que la RDC est redoutable avec son bloc défensif bas et très organisé. Ils vont chercher à aspirer le Sénégal pour ensuite lancer des contre-attaques fulgurantes. Dans ce genre de scénario, le rôle des joueurs d'expérience devient absolument capital pour gérer les temps forts et les temps faibles. Absolument. Et c'est là que l'influence d'un joueur comme Idrissa Gana Gueye, à 36 ans, est inestimable pour le Sénégal. Le métronome. Le régulateur de l'équipe, oui. Sa capacité à lire le jeu, à savoir quand il faut accélérer ou quand il faut poser le pied sur le ballon pour calmer le jeu, ce sera fondamental. Et tout ça se joue avec un poids énorme sur les épaules, parce que ce n'est pas qu'un match, il y a des enjeux nationaux immenses des deux côtés. Oui, la portée dépasse largement le cadre du sport. Pour le Sénégal, le président, Bassirou Diomaye Faye, a remis lui-même le drapeau à l'équipe avec un message très clair. Une mission en ramener une 2e étoile. L'équipe porte les espoirs d'une nation entière qui sort d'une période politique particulièrement intense.
La victoire est attendue. Et de l'autre côté, pour la RDC, c'est peut-être encore plus fort, hein. Sans aucun doute, le contexte national congolais est très complexe, marqué par des défis sécuritaires majeurs dans l'est du pays et des difficultés socio-économiques. Dans ce climat, les sources rapportent que les performances des léopards sont vécues comme une véritable bouffée d'oxygène pour la population. C'est un symbole d'unité. Un des rares symboles d'unité nationale, qui transcende les divisions. Une victoire contre le champion d'Afrique aurait un impact social énorme. Une chose dont on n'a pas encore parlé, et qui en Afrique est toujours un sujet brûlant, les facteurs externes, l'ambiance, l'arbitrage, des facteurs qui peuvent tout faire basculer. D'abord, l'environnement. Le match se joue à Tanger, et il faut savoir qu'il y a une très forte communauté sénégalaise au Maroc. Coupe d'Afrique des Nations cette année, c'est bien plus qu'un simple tournoi de foot. Vraiment, c'est un événement qui est en train de tout changer, de prendre une nouvelle dimension. Allez, on va décrypter ça ensemble, voir pourquoi cette édition au Maroc est si spéciale. On va commencer par cette phrase-là de la Confédération africaine de football. Parce qu'en fait, elle résume tout. Ce qu'elle nous dit, c'est que la CAN a complètement changé de statut. C'est plus juste une affaire de continent, non. C'est devenu un rendez-vous que le monde entier a coché dans son calendrier. Et voilà, c'est ça, la CAN 2025. Franchement, oubliez tout ce que vous pensiez savoir. L'attente, l'engouement, la ferveur qu'il y a autour de cette compétition, c'est tout simplement du jamais vu. Bon, pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord jeter un œil au pays hôte, au Maroc, et voir un peu l'effervescence qu'il y a sur place. Tenez-vous bien. Pour vous donner une idée du truc, la demande d'accréditation des médias du monde entier a été tellement énorme que les serveurs de la CAF, ils ont planté. Littéralement. Obligés de repousser la date limite. C'est une première absolue, et ça en dit long sur l'intérêt planétaire que ça suscite. Ce qui est fascinant, c'est que ça ne se passe pas dans une seule ville. Non, le Maroc a mis le paquet partout. De Rabat à Agadir, on voit des infrastructures ultramodernes sortir de terre. C'est le pays tout entier qui se transforme en une vitrine incroyable pour l'Afrique. Et là, on touche au point clé. Ça fait 37 ans. 37 ans que le Maroc attend de pouvoir accueillir le tournoi à nouveau. Mais ce n'est pas juste pour le prestige, c'est une répétition générale grandeur nature pour la Coupe du Monde 2030 qu'ils vont co-organiser. Autant dire que la pression, elle est maximale. Mais bon, une grande compétition, ce n'est pas que des stades et de l'organisation. C'est aussi et surtout du drame, de l'émotion sur le terrain. Et cette année, il y a une rivalité en particulier qui est en train de mettre le feu. Voilà le choc des titans du groupe D. D'un côté, le Sénégal, la machine de guerre avec ses stars mondiales. Et de l'autre, la République démocratique du Congo, l'outsider super ambitieux, une équipe bourrée de talents qui ont faim, qui veulent se faire un nom. Mais pourquoi ce match-là en particulier, vous allez me dire? Eh bien parce qu'il y a une histoire derrière. Une histoire toute récente, faite de tensions, de comptes à régler. Du coup, le rendez-vous du 27 décembre à Tanger, c'est bien plus qu'un simple match de poule, c'est une question d'honneur. Et écoutez bien les mots du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabres. Il ne se cache pas, il dit « beaucoup de motivation ». On sent bien, même s'il essaye de calmer un peu le jeu, que tout le monde sait de quoi il parle. L'ambition, elle est là, elle est palpable. Et cette pression, cet enjeu énorme, on les a sentis tout de suite, dès leur premier match dans la compétition. Leur premier match contre le Benin, victoire 1-0. Ok, c'est efficace, mais c'était une victoire arrachée, dans la douleur. C'est le genre de succès qui rassure pour les points, mais qui pose des questions sur le jeu. Un jeu qui a reposé sur un exploit individuel plus que sur une vraie force collective. C'est un point à surveiller, c'est sûr. Et ça nous amène à un chiffre. Un chiffre qui fait mal, surtout quand il concerne votre buteur vedette, Cédric Bakambu. 0. 0 but marqué sur ses 8 derniers matchs en Coupe d'Afrique. Cette stat, elle est terrible, parce qu'elle illustre parfaitement la pression monstre qui pèse sur les épaules d'un seul joueur. Dans un tournoi aussi serré, la différence entre rentrer à la maison et aller en finale, ça se joue parfois sur la confiance de son attaquant star. Mais au-delà de savoir qui va soulever le trophée, cette CAN 2025 est historique pour une autre raison, une raison bien plus profonde. Elle marque un véritable tournant pour l'avenir du foot sur tout le continent. Le voilà, le grand basculement. Le 21 décembre, la CAF a fait une annonce fracassante. C'est la toute dernière fois que la CAN a lieu tous les 2 ans. À partir de 2028, on passe à un rythme de Coupe du Monde, c'est-à-dire une édition tous les 4 ans. Alors, pourquoi une telle révolution? C'est avant tout une décision pragmatique. L'idée, c'est de mettre fin, ou presque, au casse-tête des clubs européens qui devaient libérer leurs joueurs en pleine saison. L'objectif est donc clair, s'assurer que les meilleures stars africaines soient présentes et en forme.
Et puis s'aligner sur le reste du monde, tout simplement. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. En regardant cette dernière CAN tous les 2 ans, on est en fait les témoins de la fin d'une époque. La question, elle est immense. Est-ce que cette modernisation va vraiment propulser le football africain tout en haut, ou est-ce qu'on est en train de perdre au passage cette fréquence un peu folle, cette ferveur unique qui faisait tout le sel de la CAN? Honnêtement, le débat ne fait que commencer.